Dans cette vidéo, on va faire le bilan de notre année sur les routes des Amériques. Donc on va vous présenter tout le détail de notre budget, du pays le plus cher au moins cher, des différents postes de dépenses, de ce qu'on a dû dépenser en France avant de partir, vraiment tout. J'ai fait plein de comparatifs, c'est super intéressant. Ensuite, on reviendra sur notre itinéraire. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, on vous avait montré les moments forts de cette année, je vous conseille d'aller la voir. Et à la fin, on vous donnera notre retour d'expérience sur la vie sur la route, est-ce qu'on est content ou non de notre cellule 4x4, et on répondra à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Mais on va commencer par le plus intéressant, le budget. Donc en un an, en 373 jours exactement, on a dépensé 37 209 €. On va le voir juste après, mais ça comprend vraiment tout. Le coût de la vie sur place, le shipping du véhicule, les problèmes mécaniques. Mais avant de regarder le détail de ces 37 000 €, je me suis amusé à faire un classement par pays pour voir dans lequel on a dépensé le plus d'argent. Donc en premier, on a le Canada, avec 10 124 € qui représente 27% du budget. Ensuite, on a les États-Unis, 8 696 € qui représente 23% du budget. En troisième position, on a la France à 6 445 €. Donc quand je dis la France, c'est toutes les dépenses qu'on a dû faire avant d'arriver au Canada. Donc on avait le shipping du véhicule, l'avion pour arriver au Canada, l'assurance du véhicule Canada-USA qu'on avait payé en avance, et notre assurance santé pour un an. Pour l'assurance santé, vous nous aviez demandé qu'est-ce qu'on a pris. Alors on a fait un peu comme tout le monde, on est allé chez Chapka Assurance. Chapka Assurance qui est maintenant un partenaire officiel d'Objectif Ushuaïa d'ailleurs. Et donc on avait pris l'assurance Cap Aventure pour un an qu'on a renouvelé il y a quelques semaines. Et attention, si vous avez prévu d'aller au Canada-USA, il y a un petit supplément dans le coût de l'assurance, comme c'est des pays où le coût de la santé est extrêmement cher. Et deuxième info importante qu'on a appris il y a quelques semaines, ce genre d'assurance voyage, c'est maximum 2 ans. Donc nous actuellement, on est assuré jusqu'en mai 2024. Mais après cette date, si on veut encore avoir une assurance santé pendant le voyage, il faudra qu'on change d'assurance. Sauf si on rentre pendant plus de 90 jours en France, et là du coup on peut repartir sur 2 ans d'assurance. Donc c'est 6 400 €, c'est tout ce qu'on a dépensé avant d'arriver au Canada. Et ensuite en quatrième position, on a le Mexique avec 5 024 €. Le Guatemala 2131 €, le Panama 1272 €, le Costa Rica 1147 €, le Nicaragua 927 €, le Belize 893 et le Salvador 551 €. Mais bon, c'est pas très représentatif de regarder les pays comme ça, comme il y a des pays comme le Canada-USA où on est resté 90 jours et d'autres pays où on est resté que quelques jours. Du coup, j'ai fait un autre tableau qui classe les pays en fonction du coût moyen journalier. Et vous allez voir, le classement il change un petit peu. Donc en première position, on a toujours le Canada avec 120 € par jour, les USA 111 € par jour. Mais il faut faire attention avec ces deux pays parce que au Canada, on avait remplacé notre embrayage et ça nous avait coûté 3 400 €. Et aux États-Unis, on avait fait la révision plus changer les 4 pneus pour à peu près 2000 €. Donc si on enlève ces deux dépenses mécaniques, on est plutôt à 82 € par jour au Canada et 88 € par jour aux États-Unis. Et du coup, ça veut dire que le pays qui nous a coûté le plus cher, c'est le Belize à 104 € par jour, et ensuite les USA 88 € et le Canada 82 € par jour. Et pour le reste, on va avoir le Nicaragua 76 € par jour, le Costa Rica 72 € par jour, le Panama 71 € par jour, Mexique 63 € par jour, Guatemala 60 € par jour, et le pays qui nous a coûté le moins cher, c'est le Salvador à 47 € par jour. Maintenant, si on s'intéresse à un autre tableau, c'est un classement en fonction des postes de dépenses globales sur cette année de voyage. Donc en numéro 1, on a l'essence qui représente 6 363 €, 17% du budget. D'ailleurs, le prix du diesel, il a vachement évolué en fonction des pays dans lesquels on se trouvait, parce qu'on a commencé en Nouvelle-Écosse où on était à peu près à 2 € le litre de diesel, et on a terminé au Panama où on était à 80 centimes le litre de diesel. Deuxième poste de dépense, les cafés-restaurants qui représentent 16% du budget. Alors attention, on est quand même un cas un peu particulier. Comme vous savez, on travaille sur la route pour nos entreprises et en même temps, on fait des vidéos YouTube. Du coup, on a besoin de beaucoup d'électricité et beaucoup d'internet. Et actuellement dans notre van, on n'a quasiment aucune autonomie en électricité. Et les cartes SIM dans les pays pour avoir internet, ça peut vite coûter cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, au Costa Rica,
4 gigas d'internet, ça coûtait 15 €. Et nous, 4 gigas, si moi je fais une visio avec la France et que Ambrine elle travaille en même temps, en 2-3 heures on a déjà tout utilisé. C'est pour ça qu'on a quand même passé pas mal de temps dans des cafés et restaurants. Du coup, gros conseil pour ceux qui ont prévu soit de travailler sur la route, soit de faire des vidéos YouTube, ou le pire, faire les deux en même temps comme nous. Avant de partir, faites pas la même erreur que nous. Assurez-vous d'avoir une super installation électrique. Et ça me fait un peu mal de lui faire de la pub parce qu'il a, je pense, déjà assez d'argent. Mais Starlink en Amérique, c'est vraiment l'idéal. Concrètement, si on avait eu une vraie install électrique plus Starlink, le budget café-restaurant, on aurait pu le diviser par 2 sans aucun problème. Bon, après, on se cache pas de se faire quand même plaisir sur les restaurants. Troisième poste de dépense, la maintenance du véhicule. Donc ça, globalement, c'est le changement d'embrayage, plus la révision, plus l'achat des 4 nouveaux pneus. Quatrième poste de dépense, les transports. Sachant que sur les 4700 €, il y a 4000 € pour le shipping et l'avion pour arriver au Canada. Et les 700 € qui restent, c'est quand on prenait le métro dans des villes ou quand on a fait shipper le véhicule de la Basse-Californie au continent mexicain. Enfin, tous ces petits modes de transport. Cinquième poste de dépense qui représente 12% du budget, les courses alimentaires. Et ensuite, on va avoir plein de plus petites postes de dépenses comme les assurances véhicules et santé, la partie visite qui représente 5% du budget, autres, c'est plein de choses où on n'avait pas vraiment de catégorie, mais qui représentent 4% du budget, les hôtels 3% du budget, les équipements qu'on a pu racheter sur la route comme la dashcam par exemple, 3% du budget, les campings seulement 1% du budget, téléphone, donc c'est les cartes SIM qu'on a pu acheter dans les pays, 1% du budget, le gaz 1% du budget, enfin le gaz en réalité c'est moins d'1% du budget, et les cours d'espagnol 0,5% du budget. Donc voilà pour le classement par poste de dépense. On va pas refaire le détail pour tous les pays qu'on a visités parce que globalement c'est souvent à peu près la même chose, hein. On a toujours dans le top 3 restaurants, courses alimentaires et l'essence. Mais si vous voulez vraiment avoir ces mêmes infos bien détaillées, on avait fait des vidéos bilan Canada, USA, Mexique et Guatemala. Mais sinon, je vous laisse mettre pause dans la vidéo. Dans ce grand tableau, vous avez tous les postes de dépenses qu'on vient de voir et le détail de tous les pays qu'on a visités. Donc voilà, vous savez tout sur le budget pour la partie Amérique du Nord, Amérique centrale. Maintenant, concernant l'itinéraire, je vais vous afficher une petite carte de l'itinéraire qu'on a suivi. Vous pouvez la retrouver sur Polar Step. Donc globalement, on est très content de notre itinéraire. Moi, j'aurais bien voulu aller en Alaska, mais je pense qu'on n'avait pas le temps d'y aller dans ce voyage. Ce sera pour un futur voyage. Les 3 mois qu'on a passés sur la côte ouest des États-Unis, c'était vraiment génial. Et en réalité, en 3 mois, on n'a pas du tout eu le temps de voir tout ce qu'il y avait à voir. Donc je pense qu'y consacrer vraiment 3 mois, c'est un minimum. Concernant la fin du voyage au Costa Rica pendant la saison humide, honnêtement, c'était pas si terrible que ça. Mais à refaire, si on devait repartir exactement pour la même durée, je pense qu'au lieu d'arriver début juin au Canada, on arriverait début mai. Comme ça, on esquiverait un peu plus la saison humide au Costa Rica. Et je pense que voyager au Canada début mai, l'hiver est terminé, donc il n'y a pas de problème pour commencer à visiter ce pays. Après, on nous avait demandé sur Insta c'était quoi la chose la plus inattendue pendant ce voyage. Et je pense que c'est notre pays coup de cœur. On a eu cette discussion avec plein de voyageurs et globalement, on avait tous à peu près le même avis. Mais actuellement, sur ces 12 mois de voyage, le pays qui nous a le plus impressionné, que ce soit par sa diversité des paysages, la facilité de voyager en van dedans et même la gentillesse des gens, c'était les États-Unis sans aucun doute. Là, si demain on doit repartir pour un gros road trip de 6 mois ou 1 an, les États-Unis, mais alors sans aucun problème. C'était assez fou en fait parce que tu peux vraiment te retrouver dans un désert et le lendemain être sous la neige devant des arbres géants et rouler 200 ou 300 km et te retrouver dans une zone où il y a des canyons immenses un peu de partout. Il y a vraiment énormément de choses à faire, les paysages ils sont toujours en train de changer, donc vraiment on s'attendait pas à avoir un aussi gros coup de cœur pour les États-Unis. Vous nous avez demandé aussi sur Insta si au bout d'un moment on commençait pas à se lasser du voyage ou si c'était pas fatigant à la longue. Alors déjà il faut savoir que voyager en van c'est beaucoup moins fatigant que voyager en sac à dos. Pour la simple et bonne raison que nous tous les soirs on rentre dans notre maison. Même si c'est pas très grand, c'est là qu'on a toutes nos petites habitudes et tout. Et quand on doit changer de ville ou changer de pays, en réalité c'est super simple, on a juste à
mettre le contact, prendre la route et voilà, c'est terminé. Donc fatigant, non. Et ensuite on découvre des nouvelles choses tous les jours. Chaque semaine on a un peu des gros objectifs en se disant ah tiens, on aimerait bien vraiment visiter ça ou aller voir ça. Donc pas lassant pour nous non plus. Par contre c'est vrai que pour l'Amérique centrale par exemple, on y a passé 3 mois, on a adoré, mais on n'y aurait pas passé 3 mois de plus. Et si demain j'entends quelqu'un dire je vais partir voyager 1 an en Amérique centrale en van, là ouais, je pense qu'au bout d'un moment ça peut commencer à être lassant ou fatigant. Parce que les paysages et les choses à voir c'est quand même moins diversifié que par exemple les USA. Et le climat, la chaleur et l'humidité en van, honnêtement au bout d'un moment c'est fatigant. Donc pour résumer, on n'a pas trouvé ce voyage fatigant ou lassant du tout, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a certaines zones où on s'est pas éternisé pour rien. Ensuite concernant la vie sur la route, alors aujourd'hui c'est assez simple quand même, hein. Il suffit de télécharger l'application iOverlander et vous aurez les réponses à toutes vos questions sur où est-ce que je peux dormir, trouver de l'eau, trouver un garage, avoir les dernières infos à jour sur les passages de frontières. Il y a vraiment tout honnêtement, donc c'est pas très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté nos vidéos conseils passage de frontières, parce qu'en fait on s'est rendu compte que sur l'application, il y a toutes les infos et qui sont à jour et souvent avec des commentaires qui datent de quelques jours ou quelques semaines. Donc vraiment sur cette application vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. On nous a aussi demandé où est-ce qu'on avait mangé le mieux. Alors si on fait un rapport qualité-prix, je dirais que c'est le Guatemala, parce qu'aux USA par exemple on peut trouver des super bons restaurants, mais ça coûte vite très cher, alors qu'au Guatemala, dans une ville comme Antigua, il y avait plein de restaurants, ils étaient tous super bons et à des prix plutôt raisonnables. Mais concernant la cuisine locale, alors nous en tant que Français on a un peu l'habitude que en fonction des régions il y ait des plats différents et autres. En Amérique clairement c'est pas la même chose. Si demain vous allez au Mexique et vous décidez de manger local tous les jours, bon au bout d'une semaine vous allez devenir fou parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais il y a quand même eu l'exception du Belize qui a une cuisine très caraïbéenne style créole et franchement c'était super bon. Donc je pense que le pays où on a le mieux mangé local on va dire, c'était le Belize. On nous a demandé aussi si on a gardé nos forfaits français. Alors oui, très important. Déjà parce que Canada, USA, vous pourrez avoir internet pour beaucoup moins cher que ce que proposent les opérateurs sur place. Et après, à partir du Mexique et pour toute l'Amérique centrale, Amérique du Sud, alors oui, il faut les garder parce que vous allez toujours avoir besoin à un moment ou à un autre d'un code SMS pour votre banque ou votre adresse mail. Nous, on s'est fait avoir quelques fois dans le voyage. Et par contre, il faut avoir la carte SIM en France pour pas avoir à payer des frais supplémentaires à chaque fois que vous recevez un SMS. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, j'étais chez Bouygues. Donc j'ai résilié mon forfait pour aller chez Free, le forfait à 2 € et j'ai fait livrer la carte SIM chez mes parents en France et du coup dès que j'ai besoin d'un code SMS je les appelle pour récupérer le code. Et sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est juste à partir du Mexique vous déclarez votre carte SIM perdue et comme ça vous en faites livrer une nouvelle chez un proche en France et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et pour terminer de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Insta, donc notre plus grosse galère, alors c'était très clairement au bout de 2 semaines de voyage quand on a cassé notre embrayage et on a dû passer 2 semaines à vivre dans un garage dans une zone industrielle. Ça c'était pas le moment le plus fun du voyage. Notre meilleure bière ou cocktail, alors je sais pas trop, mais par contre c'est au Canada où on a bu le plus de bière, ça c'est sûr. Après des questions un peu plus vexantes, combien on a pêché de poissons? Donc le compteur est toujours à 0 et le pire c'est que j'ai peur que ce compteur n'arrive pas beaucoup à grimper parce que là on va commencer à s'enfoncer un peu plus dans les montagnes donc ça va être de plus en plus difficile de pêcher. On nous a aussi demandé comment on fait quand on se dispute parce que c'est vrai qu'on vit dans un tout petit espace. Moi c'est assez simple, hein, je quitte la cellule et je vais pêcher et du coup comme je suis énervé je pêche rien et c'est pour ça que le compteur est toujours à 0. On nous a demandé si on était content de notre cellule 4x4. Alors globalement oui on est super content. Mais à refaire, on partirait avec une plus petite cellule, un peu type les Globe Campers, parce que quand même avec le poids qu'on fait, on est très limité dès qu'on fait du off-road. La hauteur, on fait quasiment 3 mètres, ça nous gêne pas, 95% du temps ça nous gêne pas, mais il y a des moments où on aurait bien voulu être un petit peu plus petit. Donc ouais, il y a plein de petites choses qui font que à refaire on prendrait une cellule qui s'ouvre pour être plus bas et être plus léger aussi pour pouvoir aller un peu plus loin sur des pistes off-road. Mais mis à part ça, c'est sûr qu'avec cette cellule en fait on a 100% confort et ça c'est quand même trop bien.
Et dernière question, qu'est-ce qu'on attend le plus de l'Amérique du Sud? Alors actuellement, c'est d'aller dans les montagnes, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en Colombie, à Carthagène, et il fait super chaud et super humide. Donc on a vraiment envie d'aller chercher un petit peu de frais. Mais même sans ça, quand on pense à l'Amérique du Sud, de suite on pense à la Cordillère des Andes, à rouler à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc ça, ouais, on a vraiment hâte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un j'aime et de vous abonner pour nous soutenir si c'est pas déjà fait. Et prochaine vidéo, et ben on commence l'aventure en Amérique du Sud. Allez, merci, ciao!